Justement, des citoyens s'expriment sur ces opérations en cours à Kapororaï. Comment apprécient-ils cette action de l'État? Ouminatou Sidibé a tendu son micro à quelques citoyens à Kaloum. Bruno Sagno est gérant d'un cyber. Il soutient cette démarche de l'État de vouloir récupérer ces domaines, même s'il reste conscient que l'opération a causé des dommages aux habitants de ce site. C'est le lieu même de dire aux gens que l'histoire finit toujours par nous rattraper. Un domaine qui appartient à l'État, vous allez l'occuper, que ce soit 30 ans, 50 ans, 10 ans, 20 ans après, même 100 ans après, ça finira toujours par vous rattraper. C'est vrai, on parle de la pauvre population, mais moi je pense que si les gens avaient déjà pris les mesures qu'il fallait, se mettre dans des endroits qui n'étaient pas pour l'État, cela n'allait pas arriver. De son côté, Mamadou Diallo confie que cette opération n'est pas faite pour arranger les choses, quand il pense que le Guinéen a du mal à joindre les deux bouts. Il y a beaucoup de souffrance d'abord. Exemple, les gens qu'on a pu casser leur maison comme ça, il y a certains qui n'ont pas là où aller. Vous avez vu, au moins on doit les programmer beaucoup de temps. Là, ils vont toujours se préparer. Mais si on vient brusquement comme ça, on les enlève là où ils habitent, c'est un peu difficile à eux. Mamadou Lamarana Diallo avait sa famille à Kapororaï. Aujourd'hui, c'est la tristesse qui l'anime en voyant sa famille sans toit après des années de dur labeur. Il suggère que l'État indemnise ses citoyens. Vraiment, ça fait mal, ça nous touche beaucoup. Mais on ne peut rien, c'est l'État, l'État est fort. Mais il y a des solutions par rapport à ça. Il y a des solutions de faire des constructions, il y a beaucoup de domaines vides de l'État. Il peut construire là-bas, donner les gens des logements sociaux. Après, il vient maintenant récupérer là où il veut récupérer. Mais d'aller faire sortir les gens comme ça, là, faire tomber les gens et les maisons construites pendant des années. Un autre citoyen affirme que l'État guinéen doit traiter les citoyens de Kapororaï comme tous les autres citoyens du pays. Ils ont aussi droit à la protection et au respect de leur dignité. Sur le même sujet, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a rendu public une déclaration. Dans sa sortie, le ministre Ibrahima Kourouma a précisé que le déguerpissement en cours ne concernera désormais qu'une superficie de 169,8 hectares constituée de domaines destinés aux bâtiments administratifs et aux centres d'affaires entièrement libérés en 1997 et 1998. Suivez. Mesdames et messieurs, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire rappelle une fois de plus que le site de Koloma, actuellement appelé centre directionnel, a été identifié par la Première République pour recevoir les services administratifs. En 1987, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a procédé non seulement à la définition des limites du site, mais aussi au recensement des occupants qui se trouvaient dans le périmètre. En 1988, le site a été classé par le chemin directeur de la ville de Conakry au titre de centre directionnel. Pour sa protection, l'État a installé des panneaux et des bornes géantes indiquant les limites de la zone réservée et l'interdiction formelle d'y construire. En 1989, le site a été classé comme réserve foncière de l'État, suivant le décret 211 en date du 23 novembre 1989 pour une superficie de 267,5 hectares et immatriculé sous le titre foncier numéro 09981/2007 TF de Conakry. De 1997 à 1998, face à l'envahissement total du site par des citoyens, l'État a procédé au dégagement de 63% des constructions illégalement érigées, soit une superficie théorique de 169,8 hectares. Suite à ce déguerpissement, les études d'aménagement, d'architecture et technique ont été réalisées par un cabinet cubain dénommé Siboney sur la base d'un contrat signé le 7 juin 1998 à La Havane. Ce plan d'aménagement a prévu un zoning par rapport aux activités à mener sur le site, dont le lot 1, qui est limité par la haute tension surplombant une rue de 50 mètres, à l'est par la T2, à l'ouest et au nord par la voie ferrée de Fria. Ce lot, constitué d'anciens lots de Kipé 2, avec une superficie de 42 hectares, est considéré comme une zone résidentielle, habitat évolutif. Le lot 33, situé entre les tours jumelles de Kakimbo, la route Le Prince et la T2,
avec une superficie de 55,6 hectares, est considérée comme zone de logement et de commerce. Les autres lots, d'une superficie de 169,8 hectares, sont destinés aux bâtiments administratifs et aux centres des affaires. Le déguerpissement en cours porte sur les 168,9 hectares destinés aux bâtiments administratifs et aux centres d'affaires entièrement libérés en 1997-1998 et qui malheureusement font l'objet de nouvelles occupations illégales. Par conséquent, le dégagement de cette zone continuera son cours. Cependant, les autres lots non concernés par l'opération actuelle feront l'objet de négociations ultérieures. L'opération déclenchée a été précédée de plusieurs séances de sensibilisation des occupants suivies de notifications par voie d'huissier de justice. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire sait compter sur l'esprit de civisme de tous et de chacun. Je vous remercie. Autre chose dans ce journal, le tourisme en Guinée, un levier du développement inexploité. C'est le thème d'une conférence de presse qui a regroupé les professionnels du secteur hier mercredi. Ils ont, au cours de cette concertation, émis des idées pour booster davantage ce secteur. Reportage d'Ibril Ba et Ibrahima Souma. Le tourisme est un secteur d'activité qui permet de créer des emplois directs et indirects, puis génère des revenus pour les États. Cet avantage profite moins à la Guinée. Cela a été donc l'objet d'un débat entre professionnels du secteur. Je ne voulais pas venir, mais on m'a convaincu d'être là parce que pour moi c'était tendancieux. On ne peut pas dire que le tourisme n'est pas exploité alors qu'on reçoit plus de 70 000. Avant Ebola, on avait 110 000 touristes. On ne peut pas dire ça. La Guinée dispose d'une façade maritime de 300 km et un plateau continental de 56 000 km², parmi les plus vastes de l'Afrique de l'Ouest, s'étendant jusqu'à 80 000 marins de côte. Les conférenciers invitent chacun à vanter ce potentiel pour attirer les touristes, dont le nombre n'est pas pour l'instant à la hauteur des espoirs escomptés. Quand vous entendez Tanzanie, Namibie, Kenya, on pense tout de suite safari. Quand vous entendez Égypte, Maroc, vous entendez tout de suite désert, pyramides et tout ça. Donc la Guinée doit déjà de se construire une marque et de choisir sa niche. La rencontre a également mis à profit les avantages du tourisme en Afrique. Aussi, d'autres aspects liés directement à ce secteur ont été explorés. Si le tourisme est développé, il peut rapporter beaucoup à la Guinée. Nous l'avons entendu ici, que ce soit en termes de devises, que ce soit en termes d'exposition du pays dans le monde, que ce soit en termes dans le revenu interne au pays. Ça peut permettre de créer des nouvelles sources de revenus. Donc ce qui nous reste à faire en tant que ministère, c'est de jouer le rôle régalien de l'État, assurer la formation, assurer les textes, faire des textes législatifs, et faire les codes, faire la politique nationale du tourisme, ce qu'on a fait hier. À ce jour, l'amélioration du parc hôtelier conforte la politique touristique des autorités, mais elles savent que beaucoup reste à faire. D'une conférence à une autre, cette fois ce jeudi sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est à la Maison de la Presse de Coléa. C'est une initiative de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, en partenariat avec l'Université catholique de Lyon. Le thème retenu pour cette conférence est Déclaration universelle des droits de l'homme ou l'émergence progressive d'un nouvel ordre mondial. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Sori, 5 Souma pour le compte-rendu. C'est un échange d'idées, de débats, du donner et du recevoir que l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest a organisé dans le but d'expliquer les principes et les règles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un échange axé sur l'émergence progressive d'un nouvel ordre mondial. Le droit à la vie est l'un des droits fondateurs même des États-Unis. C'est un tout petit peu paradoxal de constater qu'une grande nation comme les États-Unis pratique la peine de mort aujourd'hui. J'ouvre une parenthèse quand même pour préciser que ce n'est pas tous les États, les 50 États des États-Unis qui pratiquent la peine de mort. C'est quelques États qui sont des États fédérés et qui ont donc une certaine autonomie vis-à-vis du pouvoir fédéral et qui l'appliquent, disons, dans leur juridiction. Considérant que le mépris des droits de l'homme a conduit à des actes de barbarie qui révoltent l'avènement d'un monde où les êtres humains sont libres et parler de croire,
Le maître conférencier, professeur de droit international de l'Université de Lyon est revenu sur le phénomène d'esclavagisme moderne qui touche environ 200 millions de victimes, y compris les migrants. Si l'esclavage dans sa forme ancienne a été aboli, il n'en demeure pas moins qu'il existe aujourd'hui ce qu'on appelle les formes contemporaines de l'esclavage. Et ces formes contemporaines de l'esclavage touchent particulièrement certaines catégories que l'on peut considérer comme des catégories vulnérables, à savoir les enfants, qui dans de nombreux contextes sont exploités, exactement comme on le faisait à l'époque de l'esclavage ancienne. Les femmes qui font l'objet parfois de trafics dans des réseaux mafieux qui affectent le monde entier, que ce soit ici en Afrique, en Europe. Selon les textes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, des principes fondamentaux sont soulignés. Ce sont la nécessité des droits fondamentaux de l'individu, leur reconnaissance et leur respect.